Bonjour tout le monde et bienvenue sur cette conférence en ligne qui parlera des grands enjeux pour les défis économiques en Afrique et quelles sont les solutions pratiques à apporter au-delà des discours politiques qui sont pour moi la plupart dépassés et qu'est-ce que nous, la jeunesse, pouvons apporter face à ces défis, économiques. Donc avant de commencer, j'aimerais vous présenter un petit peu Assem, ses missions et ses objectifs pour l'éducation en Afrique. D'abord, ASEM est une ONG, est une organisation non gouvernementale dont le nom c'est African Children Education Matters. Donc l'éducation des enfants en Afrique compte, importe, donc qui a pour mission de promouvoir l'éducation de qualité en Afrique en fournissant un accès équitable à l'éducation pour les enfants défavorisés et en soutenant le développement des enseignants et des écoles dans les communautés rurales et urbaines les plus nécessiteuses. D'abord, donc pour cela, pour y arriver, donc nous avons plusieurs objectifs à mettre en place. Donc il y a l'accès à l'éducation. Donc l'ONG œuvre pour garantir que tous les enfants, peu importe leur origine socio-économique, aient accès à une éducation de qualité. Cela peut inclure la construction d'écoles, la fourniture de matériel scolaire et la mise en place de programmes d'appui scolaire. Le deuxième objectif, le développement professionnel des enseignants. Donc, l'ONG offre des formations professionnelles aux enseignants pour améliorer leurs compétences pédagogiques et leur capacité à enseigner dans des environnements multiculturels et multilingues. Troisième volet, le renforcement des infrastructures éducatives. Donc, African Children Education Matters travaille également à améliorer les infrastructures éducatives, notamment en fournissant des équipements, des installations sanitaires et en améliorant les conditions de vie des étudiants et des enseignants. Il y a aussi le quatrième volet sur la sensibilisation et mobilisation communautaire. Donc, l'ONG vise à travailler en étroite collaboration avec les communautés locales pour sensibiliser à l'importance de l'éducation, encourager la participation des parents et à impliquer les membres de la communauté dans la gestion des projets éducatifs. Le cinquième objectif, donc l'ONG vous à promouvoir l'éducation des filles, même si nous savons pertinemment que le développement en Afrique se fera avec garçons et filles ensemble. Mais pourquoi nous insistons sur l'éducation des filles? Car nous en avons parlé lors de la conférence, mais beaucoup de filles sont pénalisées par des normes sociales. Donc, la SEM accorde une attention particulière à l'éducation des filles, car elles sont souvent confrontées à des défis supplémentaires pour accéder à l'éducation. Donc, l'ONG travaille à éliminer les barrières de l'éducation, en fournissant des bourses d'études, en promouvant l'égalité des sexes dans des écoles et en sensibilisant à l'importance de l'éducation des filles aussi pour le développement en Afrique aussi. Donc, nous allons débuter cette conférence. Il faut savoir d'abord que le 21e siècle est un siècle majeur pour le développement en Afrique, car tous les outils sont disponibles pour le développement, que l'Afrique regroupe l'ensemble des matières premières dont l'humanité a besoin et que le continent peut compter sur le pourcentage extraordinaire de sa jeunesse. En général, la jeunesse est définie comme la tranche d'âge allant de 15 à 35 ans. Selon les dernières données de la Banque mondiale en 2020, la part de la population âgée de 15 à 34 ans en Afrique était d'environ 34%. Cela représente environ 422 millions de jeunes. Donc, il convient toutefois de noter que la part de la jeunesse en Afrique varie considérablement selon les pays et les régions. Par exemple, dans certains pays comme le Niger, plus de la moitié de la population est âgée de moins de 15 ans, tandis que dans d'autres pays comme l'Afrique du Sud, la population est plus diversifiée en termes d'âge. De même, dans certaines régions d'Afrique, la part de la jeunesse est plus élevée que dans d'autres, en particulier dans les zones rurales et périurbaines. Là, nous allons commencer à parler des terres cultivables. Je vais un peu vous détailler les différentes terres cultivables qu'on peut rencontrer selon la définition de la
FAO. Donc, les terres cultivables comprennent les terres arables, donc qui peuvent être labourées et utilisées pour la production de cultures, ainsi que les terres permanentes comme les vergers et les vignobles, et les prairies permanentes, c'est-à-dire qui peuvent être utilisées pour l'élevage. Donc, selon les données de la FAO en 2020, la superficie totale des terres arables en Afrique était d'environ 184 millions d'hectares, ce qui fait beaucoup et ce qui représente environ 11% de la superficie totale des terres arables dans le monde. Euh, L'agriculture est souvent confrontée à des défis tels que la sécheresse, les sols pauvres et la faible utilisation des technologies modernes. En outre, il est important de noter que la part des terres cultivables en Afrique varie aussi considérablement selon les pays et les régions. Par exemple, certains pays comme l'Égypte et le Nigeria ont une grande superficie de terres arables, tandis que d'autres comme le Sahara occidental et la Somalie ont une superficie de terres arables très limitée. Donc, pour les matières premières, l'Afrique est très riche en matières premières, notamment des minerais, des métaux, les hydrocarbures, les pierres précieuses, les produits agricoles, les produits forestiers aussi, et bien plus encore. Euh, les ressources naturelles en Afrique sont considérables avec une grande variété de minéraux et de métaux qui sont extrêmement importants pour l'industrie mondiale. Euh, je vais vous donner quelques exemples de matières premières clés en Afrique. Pour les minerais, donc l'Afrique est une source importante de minerais tels que le cuivre, le cobalt, le zinc, le fer, le bauxite, le plomb, le nickel et le manganèse. Pour les hydrocarbures, donc l'Afrique possède de vastes réserves de pétrole et de gaz naturel, en particulier dans les pays comme le Nigeria, l'Algérie, l'Égypte, l'Angola et la Libye. Euh, les pierres précieuses, donc l'Afrique est également très riche en pierres précieuses, notamment les diamants en Angola, au Botswana et en République démocratique du Congo, en Afrique du Sud aussi. L'émeraude à Zambie, le rubis en Mozambique et, de la Tanzanite en Tanzanie. Pour les produits agricoles, l'Afrique est un producteur important de produits agricoles tels que le cacao en Côte d'Ivoire et au Ghana, le café en Éthiopie, en Ouganda et au Kenya, le coton en Égypte et en Afrique de l'Ouest, le thé au Kenya et les fruits tropicaux en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. Pour les produits forestiers, comme donc l'Afrique aussi possède également d'importantes ressources forestières, notamment pour la production de bois et de papier, ainsi que pour la production des plantes médicinales et aromatiques. Donc, comme nous l'avons dit, donc l'Afrique possède de vastes réserves de pétrole, en particulier en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale et en Afrique du Nord. Euh, donc Afrique de l'Ouest, centrale et Nord, selon les dernières données de l'OPEP, l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, en 2021, les réserves prouvées de pétrole de l'Afrique étaient estimées à environ 128 milliards de barils, ce qui représente environ 8% des réserves prouvées mondiales. 8% des réserves prouvées mondiales. Donc les pays africains possèdent les plus grandes réserves prouvées de pétrole sont le Nigeria, l'Algérie, l'Angola, la Libye, le Soudan et l'Égypte. Ces pays représentent ensemble plus de 80% des réserves prouvées de pétrole de l'Afrique. Donc il faut noter que la Libye possède 2,8% des réserves mondiales de pétrole. Le Nigeria à 2,2%, l'Algérie à 0,7%, l'Angola à 0,5% et le Soudan du Sud à 0,2%. Il est important de noter que la production de pétrole en Afrique peut être confrontée à des défis, comme nous le savons tous, tels que l'instabilité politique, les conflits armés, les problèmes d'infrastructure et les problèmes environnementaux. Néanmoins, le pétrole reste une source importante de revenus pour de nombreux pays africains et il est susceptible de jouer un rôle clé dans le développement économique et social de la région à l'avenir. Euh, donc, après ce petit diagnostic non exhaustif, il faut se dire, mais qu'est-ce qui nous empêche de nous développer véritablement et qu'est-ce qui nous manque, de quoi a-t-on besoin et pourquoi depuis l'indépendance sommes-nous au point mort? Donc ma réponse est déjà la manque de connaissances géographiques, géostratégie et géopolitique. Euh, le manque de l'éducation et l'apprentissage des métiers adéquats par rapport à ce dont on a besoin, surtout en Afrique.
Je vais vous donner l'exemple du développement de la Corée du Sud qui, dans les années 60, était presque au même niveau de certains pays africains aujourd'hui. Donc, je vais vous donner un extrait issu du rapport de la Banque africaine du développement. Donc, dans ce rapport, donc, il dit que le développement de la Corée est présenté comme s'organisant autour de trois périodes. Donc, avant l'autosuffisance en riz, l'atteinte de l'autosuffisance en riz et le rééquilibrage de la production avec le développement des produits frais, donc les légumes, les fruits, par exemple. Et jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, la Corée, dans son ensemble, était administrée par le Japon, qui avait fait du Sud un grenier agricole et investi dans les infrastructures des équipements du nord du pays, qui était plus pauvre en potentiel agraire. Mais après la scission en 1953, la Corée du Sud s'est trouvée avec un potentiel agricole encore sous-exploité. C'est donc au début des années 60 que le pays développe une forte politique agricole afin de réduire sa dépendance alimentaire, notamment à l'aide alimentaire extérieure en provenance des États-Unis principalement. Donc, la politique qui a permis à la Corée du Sud de devenir autosuffisante en riz dès le milieu des années 70 et qui reposait sur trois axes d'après les auteurs de ce rapport. Le premier a permis de développer et de distribuer une variété de riz adaptée aux conditions locales et produisant des hauts rendements. Le second a été l'établissement d'un acteur incontournable sur le marché agricole, donc la Fédération coopérative nationale agricole, le FCNA. Cette entité, couplée au développement d'usines et de production d'intrants à de lourdes subventions pour la distribution des fertilisants, a permis d'augmenter fortement les rendements et de coordonner les efforts en faveur d'une plus grande productivité. Enfin, le dernier axe consistait à l'établissement d'un système de prix et d'achat euh, euh, gouvernementaux garantissant des prix élevés pour les producteurs et la stabilité des prix pour les consommateurs. La période post-autosuffisance a ensuite laissé place à une réorientation de l'usage des terres dans des produits frais pour suivre l'évolution de la consommation d'une population de plus en plus urbaine et prospère. Ainsi, le secteur des intrants a été libéralisé et d'importants investissements ont été consentis pour moderniser des équipements industriels et pour mécaniser une agriculture qui restait jusqu'à là basée sur la traction animale. Le tout étant concomitant d'un renforcement de l'exode rural alimenté par le développement de l'industrie et des services. Donc, nous pouvons noter les similarités qui existent entre la Corée du Sud des années 60 et certains pays africains aujourd'hui sont nombreuses. Il faudra d'ailleurs que le PIB par habitant de la Corée a été multiplié par 26 en 50 ans. Alors que celui des États d'Afrique de l'Ouest n'a été multiplié que d'un facteur compris entre 1,5 et 3 selon les pays. Donc, si je récapitule, donc le PIB de la Corée du Sud a été multiplié par 26 en 50 ans, tandis que le PIB de certains pays d'États d'Afrique de l'Ouest n'a été multiplié que d'un facteur compris entre 1,5 et 3. Donc, je vous laisse faire la différence. Aussi, je vais vous parler du développement de la technologie de la Corée du Sud. La Corée du Sud, avec 48,5 millions d'habitants, est le pays du très haut débit. Et donc, elle occupe depuis 3 ans le troisième rang mondial en termes d'utilisation des technologies de l'information. Le nombre d'abonnés à Internet à haut débit à la télévision, par câble et à la téléphonie mobile. Derrière, il y a la Suède et les États-Unis. Quelques 42,5 millions de Coréens sont détenteurs d'un abonnement et d'un téléphone portable. 34,43 millions sont connectés à Internet, dont 14,53 millions à très haut débit par fibre optique. Donc, le maillage réseau couvre 98% du territoire et la place de la Corée place la Corée largement à tête des pays les plus connectés du monde. Donc, le Corée est le troisième rang mondial en dépôt de brevets. Donc, sa capacité d'innovation est extraordinaire. La Corée du Sud est connue pour son développement technologique rapide aussi et sa transformation économique réussie depuis les années 1960. Donc depuis lors, la Corée du Sud a connu une croissance économique rapide grâce à des industries de haute technologie. Donc la Corée du Sud a
beaucoup misé sur la technologie, notamment les semi-conducteurs, les écrans plats, les télécommunications et les logiciels et les jeux vidéo. Euh, Là, je vais vous donner quelques exemples de l'évolution technologique euh, de la, de la, de la Corée du Sud. Donc, dans les années 80, la Corée du Sud s'est concentrée sur l'exportation des produits de haute technologie, tels que les semi-conducteurs, les écrans plats et les téléviseurs, qui étaient produits par des entreprises telles que Samsung, LG, Hyundai. Donc, la Corée du Sud est devenue un leader mondial dans les industries avec des marques reconnues dans le monde entier. Donc, avant les années 80, bien sûr, il y a les années 70 où la Corée du Sud a commencé à se concentrer sur les industries de technologie, notamment les semi-conducteurs, les aciers spéciaux et les constructions navales. Euh, le gouvernement a lancé des politiques de développement économique dirigées par l'État pour stimuler ces industries, ce qui a permis à la Corée du Sud de rattraper rapidement les économies avancées. Donc, dans les années 90, la Corée du Sud a investi massivement dans les télécommunications et les technologies de l'information, avec la mise en place d'infrastructures et de communication modernes et l'expansion rapide de l'utilisation d'Internet. Les entreprises sud-coréennes ont également commencé à développer des logiciels et des jeux vidéo qui sont devenus des industries importantes en Corée du Sud. Depuis les années 2000, la Corée du Sud a continué à se concentrer sur les industries de haute technologie, notamment la robotique, l'intelligence artificielle et les véhicules électriques. Les entreprises sud-coréennes ont également investi dans les technologies propres et renouvelables, notamment les énergies solaires et éoliennes. Donc, en résumé, la Corée du Sud est devenue l'un des leaders mondiaux en matière de développement technologique grâce à son engagement à long terme dans les industries de haute technologie, ainsi qu'à ses politiques gouvernementales de soutien à l'innovation et à la recherche de développement. Donc ça veut dire donc les États africains doivent s'inspirer du développement du sud-coréen pour impulser le développement du continent. Donc là, place à la partie éducation. L'éducation est le frein, en même temps le catalyseur du développement, surtout en Afrique. Le taux de scolarisation primaire en Afrique a considérablement augmenté au cours des dernières années, bien sûr, passant de 52% en 1990 à environ 80% en 2019. En moyenne, le taux d'alphabétisation des adultes en Afrique est d'environ 64%, selon les données de l'UNESCO pour 2020. Donc certains pays d'Afrique ont des taux d'alphabétisation relativement élevés, tels que l'Afrique du Sud avec 94,4%. Il y a l'Algérie aussi avec 79,6% et la Tunisie à 81,8%. Cependant, de nombreux pays africains ont des taux d'alphabétisation nettement inférieurs à la moyenne, tels que le Burkina Faso à 36%, le Niger à 19,1% et le Tchad à 22,3%. Selon les données de l'UNESCO pour 2020, le taux d'achèvement de l'éducation primaire des filles en Afrique subsaharienne était d'environ 68%, tandis que le taux d'achèvement de l'éducation secondaire, toujours des filles, était d'environ 68%. Donc au primaire, on a 68% de taux d'achèvement et au secondaire, on a environ 38%. Il existe de nombreuses solutions pour le développement du secteur éducatif en Afrique. Notamment, il y a investir dans les enseignants. Les enseignants sont la pierre angulaire de tout système éducatif. Les investissements dans la formation, le recrutement et la rémunération peuvent améliorer la qualité de l'enseignement. Deuxième solution, donner accès à l'éducation. Les gouvernements doivent s'efforcer de fournir une éducation de qualité à tous les enfants, y compris ceux qui vivent dans les zones reculées ou marginalisées. Troisième solution, encourager la technologie éducative. Au XXIe siècle, donc la technologie peut être un outil puissant pour améliorer l'apprentissage et l'enseignement. Les investissements dans les technologies éducatives telles que les programmes d'apprentissage en ligne, les tableaux blancs interactifs et les tablettes peuvent améliorer l'efficacité et l'accessibilité de l'éducation. Quatrième solution, promouvoir l'éducation inclusive.
Donc, l'inclusion des enfants ayant des besoins spécifiques, des enfants des minorités ethniques et des enfants des zones rurales est essentielle pour offrir une éducation équitable. Cinquième point, améliorer la qualité de l'enseignement. Les gouvernements peuvent améliorer la qualité de l'enseignement en mettant en place des normes d'enseignement et de formation des enseignants, en développant des programmes d'évaluation de la qualité et en investissant dans la recherche en éducation. Sixième solution, investir dans les infrastructures éducatives. Donc, les bâtiments scolaires, les équipements et les fournitures sont essentiels pour fournir une éducation de qualité et les gouvernements devraient investir dans les infrastructures éducatives modernes et efficaces. Septième solution, impliquer la communauté. Donc les gouvernements et les écoles devraient travailler en étroite collaboration avec des parents, les organisations communautaires et les groupes sociaux locaux pour s'assurer que l'éducation répond aux besoins locaux et est pertinente pour la communauté. Donc l'éducation, en gros, l'éducation doit s'adapter, doit être adéquate par rapport à la communauté locale. Donc, ces solutions peuvent contribuer à améliorer le développement du secteur éducatif et à garantir que chaque enfant ait accès à une éducation de qualité et équitable. Pour la partie énergétique en Afrique, donc le secteur de l'énergie en Afrique est confronté à de nombreux défis, notamment l'accès limité à l'électricité, les pénuries d'énergie, les coûts élevés de l'énergie, les émissions de gaz à effet de serre et la dépendance excessive aussi aux combustibles fossiles. Là, voici quelques solutions que je trouve pertinentes pour le développement, pour résoudre les problèmes liés à l'énergie. Première solution, développer les énergies renouvelables. Les énergies renouvelables telles que l'énergie solaire, éolienne, hydraulique et géothermique sont des sources d'énergie propres et durables qui peuvent réduire la dépendance aux combustibles fossiles. Donc, on parle du Sahara, l'énergie solaire, l'océan Atlantique, l'éolienne hydraulique et géothermique. Les investissements dans ces sources d'énergie peuvent aider à augmenter la production d'énergie et à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Deuxième point, accroître l'accès à l'électricité. Les gouvernements et les entreprises peuvent travailler ensemble pour améliorer l'accès à l'électricité en construisant des infrastructures de production et de distribution d'énergie, en offrant des services d'énergie à faible coût et en investissant dans des technologies énergétiques innovantes. Troisième solution, augmenter l'efficacité énergétique. L'augmentation de l'efficacité énergétique réduire les coûts énergétiques et la consommation d'énergie. Les gouvernements et les entreprises peuvent investir dans des technologies d'efficacité énergétique comme l'éclairage LED et les appareils électroménagers à haute efficacité énergétique aussi. Quatrième solution, mettre en place des politiques énergétiques solides. Les gouvernements peuvent mettre en place des politiques énergétiques qui encouragent les investissements dans les énergies renouvelables, l'efficacité énergétique et la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Des politiques telles que les tarifs d'électricité favorables aux énergies renouvelables, des incitations fiscales et les normes de performance énergétique peuvent aider à stimuler les investissements et à accélérer la transition énergétique. Cinquième solution, il y a promouvoir la coopération régionale. La coopération régionale peut aider à améliorer la sécurité énergétique, à réduire les coûts et à encourager la collaboration entre les pays. Les projets énergétiques régionaux tels que les réseaux électriques régionaux et les interconnexions énergétiques peuvent aider à améliorer l'efficacité énergétique et aussi à accroître l'accès à l'électricité. Donc, en résumé, le développement du secteur énergétique en Afrique nécessite une approche globale qui intègre les énergies renouvelables, l'efficacité énergétique et les politiques énergétiques solides et la coopération régionale. Ces solutions peuvent contribuer à accélérer la transition énergétique en Afrique et assurer un accès universel et équitable à une énergie propre et abordable. Après tout, toutes ces solutions, tout ça pour dire que l'éducation est la base en fait du développement du continent. Sans éducation, sans connaître nos richesses, sans connaître notre continent, sans connaître la géographie du continent, nous ne pourrons pas trouver des solutions pertinentes et adéquates pour le développement de l'Afrique. Donc, c'est à nous de mettre en place des politiques éducatives solides, pérennes et adéquates et pertinentes pour le développement et à proposer à proposer aux jeunes des métiers
qui, euh, qui collent avec les besoins du marché, avec les besoins du développement en Afrique. Et c'est grâce à ces solutions-là qu'on pourra mettre en place, qu'on pourra proposer des solutions viables, des solutions efficaces par rapport à ces nombreux défis qui nous attendent, surtout au 21e siècle.